Donc, je pense qu'on va commencer. Donc, comme vous le savez, il y a une réforme de la santé au travail en cours à la suite de la loi du 2 août 2021. Donc, on s'est proposé de vous faire une petite présentation sur la partie concernant les visites médicales pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis le docteur Arnaud, je suis médecin du travail sur le secteur de Mérignac. Et ma collègue, le docteur Mandon, va se présenter également. Bonjour à tous, je suis docteur Mandon et je suis médecin du travail sur le secteur de Bègle. Donc, on va vous faire une brève présentation. Vous aurez la possibilité tout au long de la présentation de poser des questions sur le chat auxquelles on tentera de répondre dans la mesure de nos possibilités, bien évidemment, à la fin de la présentation. Donc les questions sont posées sur le chat et elles nous seront posées à la fin de la présentation. Le webinaire est enregistré, donc pour ceux qui ne pourraient pas y assister complètement ou qui ne pourraient pas y assister du tout, il y aura la possibilité de le visionner via notre site internet a posteriori. Et en fin de présentation, on vous transmettra également un support avec un support qui reprendra les éléments abordés. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, je rappelle à nouveau pour les personnes qui nous rejoignent là en cours, qu'il faut, si possible, couper micro et caméra. Donc, aujourd'hui, nous allons donc aborder un certain nombre de points de la réforme de la santé au travail concernant la partie suivi médical de l'état de santé des salariés, donc ce qu'on appelle de façon habituelle les visites médicales. Donc, on va parler de ce qui change autour de l'arrêt de travail, que ce soit pendant l'arrêt de travail ou à la reprise du travail. Et on va aborder également les nouvelles visites médicales qui découlent de la loi du 2 août 2021. Et on fera également un petit point sur la téléconsultation qui est maintenant également encadrée par cette loi du 2 août 2021. Donc cette loi a plusieurs grands axes, mais elle est très axée sur le renforcement de la prévention en santé au travail. D'ailleurs, nous ne nous appelons plus désormais des services de santé au travail interentreprises, mais des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Donc l'application est entrée en vigueur au 1er avril 2022 avec un certain nombre de décrets qui sont déjà sortis et elle se déploie jusqu'en 2023-2024 avec encore un nombre important de décrets à sortir qui vont préciser la mise en application de la loi. Donc dans cette loi, il y a 3 grands axes, en tout cas pour ce qui nous concerne et ce qui vous concerne en termes de santé au travail. C'est d'une part le suivi individuel de l'état de santé des salariés, donc la partie, encore une fois, ce qu'on appelle classiquement les visites médicales. Un axe sur le renforcement de la prévention primaire avec des modifications au niveau du document unique d'évaluation des risques, le programme de prévention, des modifications un petit peu sur l'établissement et la mise à jour des fiches d'entreprise par les services de santé au travail, et une grande part sur le maintien en emploi, avec la création du rendez-vous de liaison, des modifications sur l'essai encadré et le renforcement des cellules PDP au sein des services de santé au travail. Donc, cellules PDP, c'est des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, alors qui existent déjà plus ou moins, qui existent dans le cadre de l'assurance maladie et qui vont se développer un petit peu au sein même des services de santé au travail. Donc,
on va aborder les choses de façon, alors pas vraiment chronologique, mais là, on voit un petit peu le parcours que peut avoir un salarié dans sa carrière professionnelle. Bon, on a fait une partie, arrêt de travail et tout ce qui tourne autour de l'arrêt de travail et ensuite les nouvelles visites lors de la carrière professionnelle. Donc on va commencer avec, un point qui est peut-être, un peu obscur, pour pas mal d'entre vous, c'est le rendez-vous de liaison, puisque le rendez-vous de liaison intéresse directement, les employeurs. C'est un nouveau rendez-vous qui n'est pas une visite médicale. Ça, c'est important de saisir cette nuance. C'est un rendez-vous entre le salarié et l'employeur, qui est désormais possible pour tout salarié qui serait en arrêt de travail d'au moins 30 jours. Alors, c'est un rendez-vous qui est possible, qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'auparavant, désormais, l'arrêt de travail ne fait plus, obstacle au fait que vous puissiez, proposer un rendez-vous à votre salarié pendant son arrêt de travail. Le but de ce rendez-vous, c'est de maintenir un lien entre l'employeur et le salarié, parce que bien souvent, sur des arrêts de travail qui durent un petit peu, le lien se délite un petit peu et il y a une perte de contact entre les 2 parties, ce qui ne favorise pas le retour au travail, quand les arrêts durent un petit peu. Donc voilà, le but principal, c'est de maintenir un lien et d'anticiper la perte d'une activité professionnelle pour, une raison de santé ou pour une situation de handicap et d'informer le salarié sur, les dispositifs qui peuvent être proposés pour favoriser le retour à l'emploi. Alors ce rendez-vous, il est à l'initiative, de l'employeur ou du salarié. C'est-à-dire que l'employeur peut proposer à son salarié un rendez-vous pendant son arrêt de travail, mais le salarié peut également contacter son employeur en lui disant, «Voilà, j'ai, un problème de santé, j'aimerais qu'on puisse se rencontrer pour évoquer, les possibilités, comment on pourrait préparer mon retour dans l'entreprise. Alors il faut savoir que, ça c'est une chose importante, le salarié peut refuser ce rendez-vous sans qu'aucune conséquence n'en soit tirée. C'est-à-dire que, il n'y a pas d'obligation et ça n'est pas sanctionnable, ça n'est pas, c'est une possibilité de bénéficier de ce rendez-vous, mais ça n'est pas une obligation, hein. Inversement, vous pouvez vous demander si est-ce que le salarié demande un rendez-vous, son employeur peut le refuser? Pourquoi pas? Mais a priori, il n'y a pas grand intérêt à refuser un rendez-vous à un salarié qui le demanderait. Mais c'est vrai que la loi précise que le salarié peut le refuser. En revanche, elle ne dit rien sur le fait qu'un employeur puisse le refuser, mais a priori, on n'en voit pas tellement l'intérêt. Donc le contenu de ce rendez-vous, ça va être, d'informer le salarié sur, les choses dont il peut bénéficier pendant son arrêt de travail. Alors nous, on insiste beaucoup sur l'intérêt de la visite de pré-reprise. Donc la visite de pré-reprise, c'est un rendez-vous que le salarié peut demander pendant son arrêt de travail avec le médecin du travail. Le sujet de la visite de pré-reprise, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc après, en tant qu'employeur, sur ce rendez-vous de liaison, vous pouvez également informer votre salarié sur les possibilités qui existent en termes d'aménagement du poste de travail, donc aménagement physique du poste de travail, aménagement matériel, aménagement éventuellement du temps de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique s'il est prescrit. Vous pouvez envisager de solliciter un ergonome du SSTI s'il y a une nécessité d'aménager un poste de travail. Vous pouvez également informer votre salarié qu'il peut être orienté, si besoin, vers une assistante sociale, vers le médecin du travail, bien évidemment, vers, un psychologue ou une psychologue du travail et l'informer sur les dispositifs qui existent en termes de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle, puisque pendant un arrêt de travail, il y a des dispositifs qui existent. Si on pressent que, la personne ne pourra pas reprendre son poste, pour envisager, des formations, une reconversion professionnelle, mais le but vraiment, c'est d'essayer de faire en sorte que, les salariés ne restent pas éloignés de l'emploi trop longtemps et que les difficultés puissent être anticipées.
Donc ce rendez-vous, a lieu a priori dans l'entreprise. Après, il peut se faire, également, à distance, en visio par exemple, comme on le fait aujourd'hui, si, le salarié a des difficultés pour se déplacer. Il n'y a pas de modalité réellement définie. En revanche, ça n'est pas du tout un rendez-vous qui va se tenir dans le service de santé au travail puisque, encore une fois, c'est un rendez-vous, entre, le cœur de ce rendez-vous, c'est vraiment le salarié et son employeur. Alors dans la loi, il est écrit que le service de prévention et de santé au travail peut y être associé. Donc dans quelle mesure peut-il y être associé? Alors ça peut être, en amont ou en aval pour vous conseiller, donner des informations sur, ce que peut être le contenu de ce rendez-vous, sur les actions qu'on peut proposer en termes d'accompagnement. Donc nous, on est là toujours pour vous conseiller et vous accompagner. On a préparé d'ailleurs un document informatif sur un petit peu tout ce qui, existe en termes d'accompagnement, pendant l'arrêt de travail. C'est un document qui vous sera, qui est à disposition pour tous les adhérents du service de santé au travail et qu'on vous mettra à disposition, à la fin de la présentation que on vous transmettra un support. Hem, Ensuite, un membre du service de santé au travail peut également assister, si nécessaire, si la situation du salarié le justifie, à ce rendez-vous. Alors il n'est pas précisé que ça doit être le médecin du travail, hein, ça peut être, un membre de l'équipe pluridisciplinaire, donc ça peut être, selon la situation, l'ergonome par exemple, un membre de l'équipe, infirmier, une assistante en santé au travail, mais il n'est pas indiqué que ça doit être le médecin du travail. Mais je pense que dans la plupart des cas, ce sera, essentiellement, de l'accompagnement, avec des supports de communication, sur, les dispositifs qui existent. Alors je vais me permettre pour les gens qui nous rejoignent encore, de vous rappeler de fermer vos caméras, s'il vous plaît. Je suis désolée, c'est pas une façon de vous accueillir très très courtoise. Hem Ensuite, le référent handicap de l'entreprise pour les entreprises dans lesquelles, il y a un référent handicap. Donc en général, c'est dans des entreprises d'une certaine taille. Donc le référent handicap de l'entreprise peut assister à ce rendez-vous avec l'accord du salarié. Hem, c'est pas une obligation et le salarié doit être d'accord. Donc ça, c'est le document qu'on vous transmettra à l'issue du webinaire, donc qui peut être, donc qu'on met à disposition de nos adhérents et qui peut être transmis, aux employeurs et aux salariés si vous souhaitez le transmettre à vos salariés. Donc, pour la partie rendez-vous de liaison, c'est terminé. Donc on va passer ensuite à la visite de pré-reprise. Donc la visite de pré-reprise existait déjà, il y a pas de là-dessus, il y a pas de c'est pas une nouvelle visite. Les modifications concernant la visite de reprise sont applicables depuis le 31 mars ou 1er avril, 2022, date de sortie des décrets la concernant. Donc ce qui a changé, c'est qu'auparavant, il était mentionné que cette visite se tenait pour les salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois. Désormais, elle est conseillée dès 30 jours d'arrêt de travail. Alors ce n'est pas une visite obligatoire, mais fortement conseillée et plus elle se tient tôt, plus, l'accompagnement du salarié en arrêt de travail va être facilité. Donc son objectif, c'est de préparer la reprise, si reprise il y a, et dans le cas contraire, si on pense que la reprise, est compromise, d'accompagner un salarié qui serait à risque de désinsertion professionnelle, heu, pour l'orienter éventuellement vers des dispositifs, de formation, d'accompagnement, pour une reconversion, de bilan de compétences, des choses comme ça qui peuvent se faire pendant l'arrêt de travail, hem, si c'est justifié.
Donc, autre élément qui a changé, cette visite avant était à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de l'assurance maladie. Ce qui a été rajouté là dans les décrets, c'est que maintenant, elle pourrait être de l'initiative du médecin du travail. Alors ça demande encore quelques précisions, en sachant que de toute façon dans, 95 des cas, voire plus, les médecins du travail n'ont pas l'information que les salariés sont en arrêt de travail. Alors il est question, à terme, que les arrêts de travail d'une certaine durée puissent être communiqués, de l'assurance maladie au service de santé au travail, mais ça pour l'instant, ça n'est pas en application. Donc à ce jour, nous n'avons en général pas les informations concernant les arrêts de travail. Donc pour l'instant, cette partie de visite de reprise à l'initiative du médecin du travail, reste encore un petit peu, à clarifier. Sur le contenu de cette, visite de pré-reprise, donc bien évidemment, comme toutes les autres visites médicales, elle est soumise au secret professionnel. Le contrat de travail étant suspendu, il n'y a pas d'obligation de transmettre, une attestation de visite, puisque ce qui fait, que nous transmettons une attestation, de visite médicale, c'est que le salarié est en situation de travail. Quand le salarié est en arrêt de travail, son contrat de travail est suspendu, donc s'il ne souhaite pas que, son employeur soit informé qu'il a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, on peut ne pas communiquer, à l'employeur. En revanche, il y a quand même plutôt intérêt à ce qu'on communique quelque chose, puisque ça permet de préparer un petit peu des préconisations en vue de la reprise, si reprise il y a, dans les semaines qui suivent. Alors elle ne se substitue bien sûr pas à la visite de reprise, puisque ce qui autorise la reprise, et ce qui valide la reprise et ce qui met fin à la suspension du contrat de travail, c'est la visite de reprise quand, au-delà d'un certain nombre de jours d'arrêt de travail. Donc ça, on verra qu'il y a eu des petites modifications sur la visite de reprise, également. Donc là, c'est pareil, à l'issue de ce webinaire, on vous transmettra, un livret d'informations sur la visite de pré-reprise, qui est disponible également sur, enfin sur demande, auprès de vos médecins du travail. Donc on passe maintenant à la visite de reprise, puisque la finalité de tout ça, c'est qu'idéalement, après un arrêt de travail, le salarié puisse reprendre son poste ou un autre poste dans de bonnes conditions. Donc la visite de reprise, c'est pareil, c'est une visite qui existait, hein, qui a toujours existé, mais avec quelques modifications qui, sont applicables, de la même façon à partir du 31 mars, puisque les décrets sont sortis fin mars. Donc c'est une visite médicale qui est obligatoire, au-delà d'un certain nombre de jours d'arrêt. Donc la visite de reprise, elle a lieu après les congés maternité. Elle a lieu après un arrêt pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt. Après un arrêt pour accident de travail et après un arrêt pour maladie ou accident non professionnel. Donc ce qui change, c'est ce qui concerne les visites de reprise pour les arrêts maladie ou pour, motif d'accident non professionnel. Donc auparavant, elle était obligatoire pour les arrêts de travail de plus de 30 jours et désormais pour la partie non professionnelle et maladie, ça passe à, 60 jours d'arrêt de travail. 60 jours calendaires. Donc ça, c'est une petite modification, heu, mais il faut bien différencier le non professionnel et le professionnel. Pour, les accidents de travail, accidents de trajet, ça reste un arrêt de 30 jours, puisque que ce soit accident de travail ou accident de trajet, ça reste dans le cadre d'un accident de travail, hein. C'est, donc sur le délai de réalisation, il n'y a pas de changement. C'est toujours dans les 8 jours suivant la date de reprise, donc ça, pas de modification. Les objectifs de cette visite sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est de vérifier la compatibilité entre l'état de santé du travailleur et son poste de travail. Et préconiser, si nécessaire, des aménagements après en avoir échangé avec l'employeur. Donc aménagement,
Ça, il n'y a pas de modification non plus, hein. Donc ça va être des aménagements en termes de temps de travail si nécessaire, en termes d'aménagement physique du poste de travail si nécessaire. Donc sur ces sujets-là, il n'y a pas de modification. À l'initiative de qui doit être organisée la visite de reprise? Là, c'est pareil, il n'y a pas de modification, sur ce sujet. La visite de reprise est à l'initiative de l'employeur qui doit l'organiser, quand il a connaissance que l'arrêt de travail de son salarié prend fin. Mais il peut être à l'initiative du salarié, à la condition que le salarié informe, de façon certaine son employeur, qu'il a pris son rendez-vous, pour sa visite de reprise. Donc en général, le salarié qui souhaiterait prendre son rendez-vous de visite de reprise lui-même doit, informer son employeur soit par, mail avec accusé de réception, soit par courrier avec accusé de réception. Enfin mail, pas nécessairement avec accusé de réception, mais au moins pour avoir une trace écrite et sinon courrier avec accusé de réception. Mais dans la majorité des cas, c'est de toute façon l'employeur qui le sollicite. Et donc nous l'organisons dans les 8 jours qui suivent la reprise. Donc là, on sort maintenant de la partie, arrêt de travail, hein, puisque quand même la majorité des gens qui travaillent ne sont pas en arrêt de travail. Dans le cadre de cette loi du 2 août 2021, il y a quelques nouvelles visites qui apparaissent ou se modifient. Donc l'application, se fait également au 1er avril 2022. Donc nous avons désormais une visite de mi-carrière et une visite post-exposition et post-professionnelle. Donc la visite de mi-carrière, concerne, tous les salariés dans l'année civile de leurs 45 ans, quel que soit le type de suivi et quel que soit le type de poste de travail, de métier. Son but est d'évaluer, de faire un petit peu un bilan de milieu de carrière, pour évaluer l'adéquation entre l'état de santé du travailleur et son métier et proposer, si nécessaire, des aménagements ou l'amener à réfléchir, amener les gens en milieu de carrière à réfléchir un petit peu sur, la pérennité, de leur situation professionnelle, au vu de leur état de santé. Et la visite post-exposition et post-professionnelle, en revanche, ne concerne que les salariés ayant bénéficié ou bénéficiant d'un suivi, renforcé. Donc, un point plus précis sur la visite de mi-carrière. Donc, ses objectifs principaux sont de prévenir l'usure professionnelle et anticiper le vieillissement au travail et donc de mener un peu avec le salarié une réflexion sur, la pérennité de l'occupation de son poste sur le long terme. Parce que selon le type de métier que l'on exerce et de poste que l'on occupe, on n'est plus sujet à une usure, physique, ou psychique, hein, puisqu'on parle, quand on parle de santé au travail, on parle de santé physique, mais également de santé psychique et en fonction du poste de travail, mais potentiellement, à 45 ans, on commence à pressentir que, travailler encore 20 ans, puisque, vous le savez tous, mais les carrières professionnelles risquent de se rallonger. Donc dans certaines situations, il est un petit peu compliqué de se dire qu'on va exercer encore pendant, 20 ans ou plus un métier avec une pénibilité physique, non négligeable ou psychique non négligeable, hein. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu un bilan et de voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour aider au mieux le salarié à rester, en activité dans de bonnes conditions. Donc, comme je vous le disais, cette visite, elle concerne tous les salariés, hein, quel que soit le type de suivi médical, c'est-à-dire que votre salarié soit, en suivi médical simple ou en suivi médical renforcé, qu'il soit travailleur handicapé ou travailleur de nuit, enfin, quel que soit le type de poste occupé, tout le monde est concerné et donc elle se fait normalement dans la 45e année.
mais elle peut être éventuellement couplée à une autre visite si le salarié est vu entre 43 et 45 ans pour une visite de reprise, par exemple, ou une visite périodique qui était déjà planifiée. Donc, il est possible qu'elle soit couplée si ce jour-là, le médecin du travail considère qu'elle peut être couplée à une autre visite. Alors, actuellement, cette visite, elle est faite uniquement par les médecins du travail. À terme, il est question qu'elle soit potentiellement faite également par les infirmiers en santé au travail, mais sur ce sujet-là, on est encore en attente de décret. Donc pour l'instant, elle est faite par les médecins du travail. Donc c'est une visite. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir si c'est une visite qui est obligatoire. C'est une visite qui fait partie des nouvelles visites, donc elle est obligatoire au même titre qu'une visite initiale ou une visite périodique. C'est une nouvelle visite qui rentre dans le cadre du suivi de l'état de santé des salariés. Donc normalement, tout salarié doit bénéficier d'une visite à partir de maintenant dans sa 45e année. Après, en revanche, les gens qui, là, ont 46 ans ou 47 ans, l'année de leurs 47 ans, de leurs 45 ans, cette visite n'existait pas. Donc ces gens-là n'ont pas de visite de mi-carrière. Elle n'existait pas, donc ils ne sont pas concernés. Elle ne concerne que les gens qui ont 45 ans à partir de maintenant. Par qui elle est organisée? Alors, elle est organisée en principe, par nous, par le service de santé au travail. Donc, c'est nous qui allons convoquer en principe vos salariés, dans leur 45e année. Elle peut également être demandée par les employeurs si, voilà, vous apercevez que vous avez, un certain nombre de salariés qui ont 45 ans dans l'année. Donc vous pouvez également solliciter, le secrétariat de votre médecin du travail pour planifier cette visite. Et les salariés peuvent également, si elle n'a pas été programmée, prendre leur rendez-vous eux-mêmes, pour cette visite s'ils ont 45 ans. Mais, en principe, c'est nous qui allons gérer l'organisation et comme on le fait pour les visites, pour la majorité des visites périodiques. Donc elle donne lieu à la délivrance d'une attestation comme tout type de visite périodique, et l'attestation précise que c'est une visite demi-carrière, c'est indiqué dessus. Et après, comme toutes les autres visites, elle peut donner lieu à des préconisations d'aménagement si nécessaire après échange avec l'employeur, en termes de voilà, préconisations dont vous avez l'habitude, hein, si des aménagements sont jugés nécessaires. Je pense que sur la visite de mi-carrière, je vous ai à peu près tout dit. Après, il y aura certainement des questions auxquelles on répondra, par la suite. Donc là, je vais laisser la parole au docteur Mandon, qui va vous parler maintenant de la visite post-exposition et de la visite post-professionnelle. Merci. Donc la visite peut-être post-exposition et post-professionnelle fait aussi partie de ces nouvelles visites applicables à compter du 1er avril. Et c'est une visite pour laquelle l'employeur a un devoir d'information. C'est-à-dire que l'employeur doit informer ses salariés qu'ils peuvent bénéficier de cette visite. Quel est l'objectif? Faire un état des lieux des expositions de chaque salarié, les tracer et recommander un suivi médical si nécessaire. Pour expliquer un petit peu cela, un salarié actuellement peut avoir eu plusieurs emplois, peut avoir occupé plusieurs emplois dans sa carrière et donc il a été exposé à différents risques. Et donc, il est intéressant pour son médecin traitant et pour assurer son suivi à la retraite, qu'il y ait un petit tracé de tous les risques professionnels auxquels il a été exposé. Donc, c'est une visite qui est, bien sûr, sur une état médical comme toutes les visites médicales, et qui retrace donc toutes les expositions des salariés. Bien entendu, on pense essentiellement aux salariés qui ont un suivi renforcé, donc ce qu'on appelle les suivis individuels renforcés, et les personnes qui ont été exposées à des risques cancérogènes. On pense bien sûr tous à l'amiante,
mais également à la cyanide qui est devenue agent cancérogène et aux poussières de bois pour les menuisiers. Donc, cette visite post-exposition ou post-professionnelle n'est pas une visite automatique pour tous les salariés qui ont un suivi renforcé. C'est le médecin du travail qui va juger si le salarié remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette visite. Parce qu'effectivement, certains risques qui nécessitent un suivi renforcé sont intimement liés avec l'activité professionnelle et une fois que l'activité professionnelle est arrêtée, ben, le risque disparaît et il n'y a pas de suivi à mettre en place. Donc, effectivement, il y a moins de pertinence de cette exposition, sauf si, par le passé, il a été exposé à des agents cancérogènes qui nécessitent, par le médecin traitant par la suite, un suivi a posteriori. Qui est-ce qui peut demander cette visite? D'abord, l'employeur qui informe les services de santé au travail de la prochaine cessation d'activité de son salarié. Et donc un salarié en suivi CIR va être ainsi identifié et le médecin du travail dira à l'employeur, ben oui, ce salarié, ce serait vraiment intéressant qu'on le voit pour, en visite médicale pour faire un petit récapitulatif de fin de carrière. Le salarié lui-même peut aussi demander cette visite dans deux conditions, un mois avant la fin de son activité ou alors jusqu'à 6 mois après. Mais il doit informer l'employeur de sa démarche. En quoi consiste cette visite? Donc, pour préparer cette visite, le service de santé au travail va adresser au salarié un document de façon à ce qu'il prépare ce qu'on appelle un curriculum laboris, c'est-à-dire un résumé de carrière. Il nous indiquera donc les années d'exposition au risque, il va nous faire un déroulé de carrière et nous identifierons avec lui, on l'aidera pour identifier les risques auxquels il a pu être exposé. On en fera une synthèse et on remettra au salarié un document informatif avec des expositions que l'on classera, exposition plausible, exposition certaine, et surtout on donnera des indications au salarié, qui les transmettra à son médecin traitant, sur le suivi qu'il serait nécessaire de réaliser. Voilà, donc on préconise ce suivi, on donne l'information au salarié, après il en fait bon usage. Voilà pour cette visite qui peut être post-exposition ou post-professionnelle. La différence entre les deux terminologies, c'est que post-professionnel, ben forcément c'est avant le départ à la retraite, mais post-exposition, cette visite peut aussi survenir après une exposition. Ben, par exemple, si on prend le cas de l'amiante, ben, le salarié est exposé à l'amiante pendant un certain temps, il va occuper un poste administratif, donc il ne sera plus exposé à l'amiante. Donc on peut faire la visite post-exposition à l'amiante à ce moment-là et tracer effectivement et donner un document au salarié à ce moment-là, puisqu'après il ne sera normalement plus exposé. Voilà ce que j'avais à préciser sur cette exposition. Donc, je vais reprendre la parole. On a également, vous le savez peut-être, vous avez peut-être constaté qu'un certain nombre de vos salariés ont pu avoir des rendez-vous en téléconsultation. Donc la téléconsultation en santé au travail, avant la période Covid n'existait pas. Et comme il y a beaucoup de choses ont un petit peu évolué, on a dû s'adapter, enfin on a tous dû s'adapter, vous comme nous, à un contexte de travail particulier. Donc la téléconsultation s'est mise en place de façon un petit peu contrainte pendant cette période. Et là maintenant, elle est autorisée par la loi et encadrée par la loi. Donc quelques précisions. Donc premièrement, voilà, donc la loi autorise le recours à la téléconsultation désormais de façon claire. En revanche, uniquement à condition qu'il y ait une vidéotransmission, c'est-à-dire que ça doit être
on doit avoir à disposition un outil informatique qui permet d'avoir un visuel avec la personne. Donc, un entretien téléphonique n'est pas une consultation. Une consultation, doit se faire avec au minimum un partage visuel, donc une interface qui permet que les 2 personnes se voient. Donc ça, c'est important. Le consentement, du travailleur est nécessaire et doit être consigné dans le dossier médical. Alors consentement, c'est on demande, au salarié si s'il est d'accord, avec le fait que le rendez-vous se passe en téléconsultation. Il peut refuser et le professionnel de santé peut également refuser s'il estime que les conditions ne sont pas réunies, soit, pour des raisons matérielles, simplement parce que la connexion n'est pas bonne, parce que l'image, n'est pas bonne ou absente, donc le professionnel de santé peut refuser pour des raisons matérielles, mais également s'il estime que l'état de santé du salarié, ne permet pas d'avoir un rendez-vous à distance, parce que bon, bien évidemment, à distance, il n'y a pas d'examen médical comme il peut y avoir, quand on a la personne, dans son cabinet. Donc les 2 parties peuvent ne pas être d'accord sur le fait que cette consultation peut se tenir à distance. Donc comme je vous le disais, il faut des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et bien évidemment, que la confidentialité des échanges puisse être garantie. C'est-à-dire que ça ne peut pas se passer, au milieu de l'open space, avec, les collègues autour, ou, dans la salle de pause où tout le monde, vient prendre son café. Ça reste un rendez-vous, médical, soit avec le médecin du travail, soit avec l'infirmier en santé au travail, mais enfin, en tout cas, avec transmission d'informations qui sont confidentielles. Donc il est très important de pouvoir garantir la confidentialité des échanges et donc sur le lieu de travail, il faut pouvoir mettre à disposition un lieu qui permette, un local qui permette de garantir la confidentialité des échanges et le bon déroulement de ce rendez-vous. Et comme je vous le disais préalablement, le professionnel de santé, à tout moment, évalue la pertinence de faire une téléconsultation et pourra organiser, s'il le juge nécessaire, un rendez-vous en présentiel. Alors en pratique, on n'en fait pas tant que ça des téléconsultations, mais c'est maintenant possible dans certaines situations pour des travailleurs qui seraient, sur des sites éloignés, quelquefois ça peut éviter que des gens aient besoin de traverser la France pour venir, simplement faire leur visite médicale. Donc je pense que voilà, sur la téléconsultation, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ensuite, donc cette réforme de la santé au travail, elle est plus vaste que le simple volet, suivi médical, hein. Il y a plein d'autres choses qui changent, donc qui sont pas le sujet du jour, hein, parce que, ce serait un petit peu, long et puis peut-être un petit peu, heu, ça ferait un petit peu trop d'informations en même temps. Donc potentiellement, d'autres webinaires seront organisés sur des sujets précis si vous êtes intéressés. Notamment sur, les évolutions qui peuvent directement vous concerner sur le DURP, hein, puisque les conditions de mise à jour, de conservation, évoluent. Désormais, il va falloir qu'ils soient, conservés sur des plateformes, dématérialisées. Alors ça se met en route progressivement, c'est pas encore tout à fait d'actualité, mais ça va arriver. Ensuite, il peut y avoir des sujets qui peuvent vous intéresser aussi sur les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle, puisqu'il y a vraiment un renforcement, hein, des dispositifs qui existent avec des modifications. Alors, c'est pas forcément des sujets que vous connaissez
en tant qu'employeur sur l'essai encadré, mais qui vous concerne directement puisque vous pouvez avoir des salariés dans vos entreprises qui font des essais encadrés, soit des salariés de votre entreprise qui font un essai encadré dans votre entreprise, soit des salariés d'une entreprise extérieure qui peuvent venir faire un essai encadré dans votre entreprise. Donc c'est des sujets qui peuvent vous concerner directement. Des évolutions également sur un dispositif qui n'est pas très connu, qui est la convention de rééducation professionnelle. Alors tout ça, ça concerne des gens qui sont à risque d'inaptitude, hein. C'est essentiellement des gens qui sont vraiment en difficulté sur leur poste. Et des évolutions sur les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle qui se développent aussi au sein des services de santé au travail. Il y a également des évolutions à venir, alors c'est pas encore d'actualité, sur le partage du dossier médical avec les services de santé au travail puisque, jusqu'à présent, il n'y a pas de partage, du dossier médical entre, les professionnels de soins et les professionnels de santé au travail. Il est envisagé que, à terme, avec l'accord bien évidemment des patients, un certain nombre d'éléments puissent être partagés avec, avec les services de santé au travail. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui devrait se mettre en place progressivement. Toujours avec l'accord bien évidemment des patients, qui sont nous nos salariés, mais toujours avec l'accord des patients. Et ensuite, il y a d'autres choses dans le cadre de cette loi qui concernent les travailleurs indépendants, puisque, les travailleurs indépendants pourront, normalement bénéficier d'une offre de services auprès des services de prévention et de santé au travail, au même titre que les salariés. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place, progressivement. Mais sur lesquels, pour l'instant, on est encore aussi en attente de pas mal d'informations. Donc je pense que nous avons fait à peu près le tour, des sujets du jour. Donc vous aurez, un support à l'issue de la présentation reprenant les diapositives qui ont été présentées. Vous aurez sur les supports des liens, sur les différents décrets concernant les thèmes, abordés. Donc, les décrets qui concernent le rendez-vous de liaison, la visite de mi-carrière, la télésanté, la surveillance post-exposition, les visites de reprise. Donc, tout ça, ce sont des liens, il suffit de cliquer dessus et ça vous ouvre les pages dédiées. Normalement, les liens sont fonctionnels. Donc, j'espère que nous avons été à peu près clairs. On va maintenant vous proposer de répondre aux questions qui ont pu être posées pendant la présentation. Donc j'en ai déjà vu passer quelques-unes. Alors je pense qu'il y en a certaines auxquelles, probablement on a déjà un petit peu répondu pendant la présentation. Je regarde un petit peu, notamment j'ai vu qu'il y avait une question sur les visites de reprise après un accident de trajet. Donc un accident de trajet, c'est équivalent à un accident de travail. Donc c'est une visite de reprise après un arrêt de 30 jours, comme pour les accidents de travail. Donc, est-ce que la question c'était, est-ce que si l'arrêt est plus court, il y a une visite de reprise? Non. Une visite de reprise après un accident de trajet, c'est comme après un accident de travail, 30 jours. Que se passe-t-il entre la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise? Entre parenthèses, le salarié doit-il ou peut-il être dispensé de présence dans l'entreprise? Alors, le salarié peut reprendre son travail si, avant qu'il ait eu sa visite de reprise, puisque le délai légal autorisé, c'est 8 jours. Donc le fait de ne pas avoir eu sa visite de reprise encore ne fait pas obstacle au fait de reprendre le travail. En revanche, si vous estimez que, vous avez un doute sur le fait que votre salarié soit en capacité de reprendre le travail, vous pouvez très bien lui dire que, il ne reprendra le travail que quand il aura passé sa visite de reprise. C'est la visite de reprise à ce moment-là qui mettra, fin à la suspension du contrat de travail. Donc le salarié n'est pas en faute s'il n'a pas passé sa visite de reprise, avant la reprise effective. Concernant la visite de mi-carrière, est-elle obligatoire? Donc comme je vous l'ai dit pendant la présentation,
Ça, je crois que la question, on y a répondu pendant la présentation, hein, elle est obligatoire comme toutes les visites périodiques et elle est à 45 ans. Donc les salariés qui aujourd'hui ont 48 ans, 50 ans, 50 ou plus, n'ont pas de visite de mi-carrière puisqu'elle n'existait pas quand ils avaient 45 ans. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont 45 ans, maintenant. Pas pour les gens, même les gens qui ont 46 ans, ils ont 46 ans. À 45 ans, la visite n'existait pas, donc elle n'existe pas pour eux. Ensuite, concernant, alors je regarde un petit peu, hein, s'il y a des questions sur Il le y avait même une petite sujet. question sur la fréquence du suivi en renforcé. Je pense que c'est important de préciser que le suivi renforcé est un suivi tous les 2 ans. Je pense que ça, c'est une petite réponse qui peut aider, puisque la question avait été posée. Oui, donc le suivi renforcé, ça concerne les salariés exposés à des risques particuliers. Les risques particuliers, c'est ça ne change pas avec la réforme, hein, c'est toujours les mêmes risques, c'est-à-dire que c'est les agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, c'est l'amiante, c'est le plomb, c'est les rayonnements ionisants, c'est certains agents biologiques. Après, il y a des suivis renforcés pour les gens qui ont nécessité d'avoir un avis d'aptitude pour certaines tâches, donc les gens qui sont conducteurs d'engins, les gens qui montent et démontent des échafaudages, les gens qui Habilitation électrique. ont une habilitation électrique, voilà, j'avais un trou, merci. Donc ça, normalement, vous identifiez en tant qu'employeur les salariés que vous déclarez auprès du service de santé au travail comme étant devant bénéficier d'un suivi renforcé. Mais alors cette visite post-professionnelle, elle concerne les gens qui sont actuellement en suivi renforcé, mais qui auraient été en suivi renforcé, si vous avez connaissance, bien évidemment, qu'ils ont été en suivi renforcé il y a plusieurs années. Ça n'est pas que le suivi renforcé actuel. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui aujourd'hui est, mettons, vendeur de matériel X ou Y, mais qui vous dit, «Oui, alors aujourd'hui je suis vendeur, mais moi j'ai commencé ma carrière professionnelle comme, dans la métallurgie, je faisais, donc j'étais exposé à des fumées de soudage, j'étais exposé à tel ou tel produit». Ce sont des gens qui ont été exposés à des risques, chimiques, il y a un certain nombre d'années, donc qui sont concernés potentiellement par ce rendez-vous post-professionnel. Il y a une question, là, les travailleurs de nuit sont-ils concernés par le suivi renforcé? Alors non, aujourd'hui non, puisque travail de nuit, c'est un suivi adapté, ça n'est pas un suivi renforcé. En revanche, effectivement, il y a quelques années, les travailleurs de nuit étaient considérés comme étant en suivi renforcé, au même titre que les travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés, il y a quelques années, étaient considérés comme étant en suivi renforcé. Alors bien évidemment, même si c'était un suivi, alors c'était à l'époque la surveillance médicale renforcée, pas le suivi renforcé, puisque maintenant ça s'appelle suivi individuel renforcé. À l'époque, ça s'appelait surveillance médicale renforcée. Être travailleur handicapé n'expose pas à des risques post-professionnels, donc il ne rentre pas dans le cadre de la surveillance post-professionnelle. Après, les travailleurs de nuit, en théorie, une fois que, actuellement, ils ne sont pas en suivi renforcé, ça ne donne pas lieu normalement à une visite post-professionnelle. Sauf si, ça dépend sur quel type de poste on est travailleur de nuit. Quelqu'un qui était travailleur de nuit, parce qu'il était, ouvrier sur, des chaînes de production, je reviens encore à la métallurgie, mais enfin dans des secteurs industriels, avec, exposition à des produits, potentiellement cancérogènes par exemple, à ce moment-là, il sera concerné. Mais le simple travail de nuit ne rentre pas dans le cadre du suivi renforcé. Une question aussi sur les professionnels pratiquants des 3 de VIH. Le VIH, normalement, c'est une exposition aux agents biologiques.
Voilà, Et et il y a donc, suivi renforcé, effectivement. suivi renforcé, mais en revanche, Suivi. pas d'intérêt à une surveillance post-professionnelle, puisqu'une fois que l'exposition cesse, le risque, c'est le risque d'accident d'exposition au sang, donc il est aigu. C'est-à-dire que si on a terminé sa carrière et qu'on n'a pas eu d'accident d'exposition au sang, il n'y a pas de risque de développer une maladie en lien avec une exposition au sang a posteriori. Donc ça ne rentre pas en théorie dans le cadre d'une surveillance post-professionnelle. Il y a eu une petite... Alors, il y a encore une question qui tombe là. Ah, une question piège. Ah, Aujourd'hui, nous parlons de CIR. Est-ce qu'auparavant, nous parlions de DATR? Ou est-ce deux termes différents? Que signifie DATR? alors DATR, ça concerne, c'est une exposition bien particulière, c'est sur les gens qui sont exposés au rayonnement ionisant. Donc c'est effectivement, alors DATR, je n'ai plus en tête, c'est un acronyme. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, on n'est pas tellement concerné par. Nous sommes éloignés de la centrale du Blayais, ici à Mérignac ou à Bègles. Mais oui, les DATR, ça concerne uniquement, si je ne m'abuse, les gens qui sont exposés au rayonnement ionisant. Donc effectivement, ça rentre dans le cadre d'un suivi renforcé, les rayonnements ionisants. Donc effectivement, oui, là, visite on est dans le cadre d'une visite post-professionnelle ou post-exposition. On a oublié une question sur le local adapté. Est-il obligatoire? Donc là, la réponse, ça sera oui. Oui. Et c'est quoi un local adapté? C'est un local qui garantit la confidentialité et une connexion et des conditions de connexion suffisantes qui permettent d'avoir un son et une image corrects. Donc avec une connexion Internet suffisante et la confidentialité. Donc, Alors, on évite le c'est-à-dire placard à balai, quoi. on évite le placard à balai, on privilégie un endroit avec une porte qui ferme ou une porte tout court déjà. Voilà, le but c'est que la personne soit suffisamment à l'aise pour pouvoir s'exprimer librement sans se demander si son employeur entend la conversation, si ses collègues entendent la conversation. Et donc voilà, le local adapté, c'est ça. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur le rendez-vous de liaison. Alors, je la reprends. Y a-t-il un cadre à mettre en place dans le cas du rendez-vous de liaison, des étapes ou des conditions à respecter? Non. Je dirais que il n'y a rien de précisé en tout cas par la loi. La condition, c'est qu'en tant qu'employeur, vous vous devez informer votre salarié un petit peu du motif de ce rendez-vous. Lui proposer un rendez-vous, donc soit en lui téléphonant, soit en lui faisant un courrier, un mail, enfin ça dépend un petit peu du type de relation que vous avez avec votre salarié. Après sur le contenu, c'est comme je vous le disais, c'est délivrer des informations sur les moyens à disposition pour aider à la reprise du travail ou informer son salarié qu'il y a des dispositifs qui permettent, si on pressent que le retour sera compliqué, de l'accompagner vers des actions en vue d'une évolution professionnelle ou d'une reconversion professionnelle. Mais il n'y a pas de cadre particulier, pas d'éléments particuliers définis. Après, comme je vous le disais, vous pouvez vous appuyer sur le document qu'on a mis à disposition, qui donne des informations un petit peu sur les sujets qui peuvent être abordés dans le cadre de ce rendez-vous et les informations qui peuvent être données aux salariés. Et ce document est un exemple, une indication, mais vous pouvez aussi élaborer votre propre document
c'est plus un document informatif qu'on vous a proposé pour vous servir d'appui pour organiser ce rendez-vous de liaison. Parce que, on a mis des informations sur, par exemple, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sur, la sollicitation possible, de Cap emploi. Parce que Cap emploi, par exemple, certains d'entre vous savent certainement ce qu'est Cap emploi et à quoi et quel appui ça peut vous apporter. Mais en revanche, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est Cap emploi. Donc Cap emploi, c'est un organisme qui permet d'accompagner c'était ce qui était précédemment le SAMET, pour ceux qui peut-être connaissaient le SAMET. Donc c'est un organisme qui permet d'accompagner les travailleurs en situation de handicap, donc les personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc Cap emploi peut intervenir en appui dans l'entreprise pour aménager un poste de travail, pour favoriser des aides au financement pour certains types d'aménagement du poste de travail. En tant qu'employeur, vous ne savez pas toujours que si un poste de travail doit être aménagé pour un de vos travailleurs qui serait travailleur handicapé, il peut y avoir une aide financière par l'intermédiaire de Cap emploi, par un autre organisme qui s'appelle l'AGFIP. Donc tout ça, ce sont des informations dont vous pouvez disposer sur ce document avec des liens qui vous redirigent un petit peu sur les différents dispositifs qui existent. Il y a des informations également sur la cellule PDP de l'assurance maladie. Donc PDP, je le rappelle, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc au niveau de l'assurance maladie, il y a un dispositif qui permet, quand on pressent un risque d'inaptitude, donc ce dispositif PDP permet que les gens puissent bénéficier pendant leur arrêt de travail, sous conditions, hein, bien évidemment, donc peuvent bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une formation avec une continuité des indemnités journalières, pour permettre que les gens puissent rebondir à l'issue de l'arrêt de travail si on pense qu'ils ne pourront pas reprendre leur poste. Donc voilà, tout ça, c'est le type d'informations qui peuvent être utiles quand vous recevez une personne pendant un arrêt de travail. Et surtout, on insiste toujours sur l'importance de dire aux personnes qui seraient en arrêt de travail que quand on est en arrêt de travail, on a toujours la possibilité de demander un rendez-vous de visite de pré-reprise avec le médecin du travail, parce que bien souvent, les gens pensent que parce qu'on est en arrêt de travail, on ne peut pas voir le médecin du travail. Donc ça, bien entendu, c'est faux et archi faux. Et il est fortement conseillé, quand on pense qu'on va être en difficulté sur son poste, de venir le plus tôt possible voir son médecin du travail, parce que c'est plus on intervient rapidement justement pour orienter les gens vers ces dispositifs, notamment de PDP, plus ils auront des chances d'avoir des prises en charge qui leur permettront de rebondir. Si on arrive vers le dispositif PDP alors qu'on est déjà en arrêt de travail depuis 18 mois ou 24 mois, on a beaucoup moins de chances de pouvoir rentrer dans ces dispositifs avec un maintien des indemnités journalières. Alors que si on rentre dans ces dispositifs alors qu'on est en arrêt de travail depuis simplement 3 ou 4 mois, on aura beaucoup plus de chances d'être éligible à ce type de dispositif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une qui est passée par mail, il y avait une personne Alors, qui s'interrogeait sur qui payait la visite de pré-reprise. Est-ce le salarié ou est-ce remboursé par la sécurité sociale? ça fait partie de C'est ça, la cotisation. c'est la cotisation. Donc, il n'y a pas de coût, c'est une visite qui n'a pas de coût propre. Comme toutes les autres visites médicales, elle rentre dans le cadre de la convocation. Je peux préciser que quel que soit le nombre de visites de pré-reprise nécessaires, Oui, la oui, oui, cotisation est inchangée. oui, La oui, tout à cotisation fait, n'est tout à pas fait, assujettie au nombre tout de à fait. visites réalisées. Et il y a des personnes qu'on voit pendant leur arrêt de travail, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a aucune répercussion sur la cotisation. Et le salarié, bien évidemment, ne paye pas, ne paye pas On sa paye visite. rien.
Sur la visite, J'ai oui. l'impression qu'on a balayé toutes les questions là. Moi, je vais apporter une précision. La question n'a pas été posée, mais sur la visite post-exposition, une question qui est quelquefois posée. Elle peut se faire après le départ à la retraite. C'est-à-dire que quelquefois, donc vous, en tant qu'employeur, vous savez que votre salarié va partir à la retraite, mettons, le 31 juillet. Vous informez votre service de santé au travail que, le salarié va partir à la retraite. Le rendez-vous peut se faire, une fois qu'il sera à la retraite. Alors pas 1 an après, bien évidemment, mais un salarié qui serait à la retraite le 31 juillet, il peut tout à fait avoir son rendez-vous le 4 août, par exemple, c'est pas un obstacle du tout, hein. C'est, et une autre question qui se pose quelquefois, c'est, voilà, je suis employeur, je sais que mon salarié, part à la retraite, qu'il peut bénéficier de cette visite post-professionnelle, mais lui estime que ça n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est obligatoire? Vous, en tant qu'employeur, vous avez rempli vos obligations, vous l'avez informé, vous avez informé le service de santé au travail. S'il estime, lui, ne pas en avoir besoin, heu, beh, il est libre de ne pas d'estimer qu'il n'a pas besoin de ce rendez-vous. Et donc reprendre peut-être les détails entre la différence entre la visite de fin de carrière et fin d'exposition que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc fin d'exposition, c'est fin d'exposition à un risque. C'est-à-dire que, par exemple, on reprend l'exemple de la personne exposée, par exemple, aux produits cancérogènes. Ça peut être en fin de carrière, mais ça peut aussi être en fin d'un parcours professionnel. C'est-à-dire qu'il va pendant être 10 ans dans la métallurgie et exposé à des agents cancérogènes. On peut, à ce moment-là, l'employeur peut proposer une visite de fin d'exposition, le salarié est libre d'y venir ou de ne pas venir, et il peut poursuivre sa carrière dans une autre activité, exposé ou non à un risque supplémentaire, ce qui n'empêchera pas éventuellement d'avoir une visite de post-professionnelle, donc là c'est au moment du départ à la retraite, où on reprendra la première exposition, la deuxième exposition, on fera un tracé de toutes ces expositions. Donc il y a les expositions et il y a la post-professionnelle. Post-professionnelle, c'est en fin de carrière, et post-exposition, c'est juste après l'exposition à un risque bien précis. Voilà, c'est clair. Et à l'issue de ce rendez-vous, on remet, à la C'est ça. personne un document, heu, qui retrace les expositions, alors qu'on a déduites ou constatées parce que, quelqu'un qui a travaillé il y a 15 ans dans l'entreprise, lambda, à l'autre bout de la France, on va pouvoir supposer qu'il a été exposé à telle ou telle chose. On n'en a pas la certitude. On essaye de lister, et de remettre un document, qui retrace un petit peu ce que nous on a pu constater et ce qu'on peut déduire, du type de poste occupé auparavant. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si certains veulent poser des questions oralement, on vous autorise à allumer vos micros. Donc, si certains veulent poser des questions oralement, c'est tout à fait possible, puisqu'on vous a coupé la chic, le son et l'image, mais maintenant, vous êtes autorisés à les rallumer si vous avez des questions à poser. Et puis, bah, je crois que s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Donc, voilà, en vous rappelant que les supports seront à disposition et puis que de toute façon, on reste à votre disposition. Alors pour ceux qui nous connaissent, le docteur Mandon ou moi, vous pouvez nous adresser directement vos questions et puis pour ceux qui seraient suivis dans d'autres centres, les médecins du travail de vos centres respectifs, sont également, à votre écoute pour répondre aux questions, que vous pourriez vous poser, en sachant que, voilà, tout ça, ça se met en place donc probablement, des choses encore un petit peu à peaufiner, mais on vous proposera d'autres sujets, dès que possible. Si je pense qu'on va clôturer.